Alors mon histoire, elle commence à l'aube de l'an 2000. On se trouve en Franche-Comté, à Besançon, dans le quartier de Planoise. Je connais. Et Planoise, c'est un quartier... Alors c'est une ZEP. Non, c'est une ZUP, une ZUS. Enfin bon, c'est un quartier populaire, quoi. Et dans ce quartier, dans un bâtiment coincé entre deux blocs, se trouve l'IRTS, l'Institut Régional de Travail Social. Et j'y entre pour commencer ma formation d'assistante sociale. Et... Non, alors attendez. Ça, on ne va pas commencer par là, il faut déjà que je vous dise d'où je viens, moi, avant qu'on aille plus loin. Alors moi, je viens de Saint-Maurice. C'est un petit village de 200 habitants, coincé là entre... Enfin, pas coincé, mais entre le 2e et le 3e plateau du Jura, où c'est des familles paysannes, de bûcherons, de maçons. Et il y a une coopérative fromagère qui fait du bon comté bio depuis plus de 20 ans. Et dans ce village, moi, je fais partie d'une famille, d'une fratrie de 3 enfants, 3 filles. Et je viens d'un milieu populaire. Dans cette famille, il y a mon papa, qui... alors c'est un gars pas très grand, assez sec, des mains charpentées par le travail, un beau regard bleu océan et un gros bouc bien fourni. Et mon papa, c'est le fils d'une famille de 6 enfants, une famille immigrée italienne, de maçons. Et c'est le fils qui n'a pas fait tout à fait comme les autres. Il est devenu menuisier charpentier, mon papa. Et mon père, alors c'est un taiseux, hein. On ne cause pas beaucoup, mon papa. Mais alors c'est un taiseux bosseur. Moi, quand j'étais gamine, je l'ai toujours entendu dire « Écoute, on verra ça plus tard, on verra ça quand je serai à la retraite. Hein. Le travail passe avant tout. » À ma mère qui lui réclamait son beau meuble en orme rose qu'il lui avait promis pour son mariage. Il disait « Écoute, on verra ça plus tard quand je serai à la retraite. » C'était pareil pour les vacances, c'était pareil pour tout. Le travail dans l'atelier de menuiserie, il justifiait tous les sacrifices. Et puis, pour mon papa, le travail il passait avant tout, et c'était surtout le beau travail, du bel ouvrage. Moi, j'ai souvenir, gamine, de le voir les yeux pétillants quand il livrait un meuble à des gens dans le village et que les gens lui disaient comment ce meuble était beau, comment c'était du beau travail qu'il avait fourni. Dans les valeurs au travail qui m'ont été transmises par mon papa, il y a ces valeurs-là, du travail qui passe avant tout et puis du bel ouvrage. Et donc mon père c'est un taiseux, mais alors c'est un taiseux rêveur. Parce que quand il remonte de l'atelier pour casser la croûte le matin, c'est avec les romans historiques ou avec Raon, ou les romans fantastiques qui s'évadent. Alors chez moi, il n'y a jamais eu beaucoup d'argent, mais il y a toujours eu beaucoup de livres. Ça, c'était tout le temps. Je vais réussir à régler mon micro et puis on va continuer. Est-ce que comme ça va mieux? Ouais. Là, c'est bien. Et alors mon papa, donc c'est un taiseux, mais un taiseux engagé. Hein, parce que moi je me souviens, quand il rentrait des réunions du conseil municipal où il racontait sa dernière prise de bec avec le maire ou l'adjoint, je me souviens qu'il fallait pas trop le chatouiller, quoi. Ou alors c'était dans les repas de famille. Alors les repas de famille, dans la famille du côté de ma maman, c'était une famille de paysans. Alors il y avait d'un côté de la table le pépé entouré de ses 4 gendres, et de l'autre côté de la table, il y avait la mémé, entourée de ses 4 filles, qui se levaient, qui allaient chercher les plats, qui revenaient à table. Et quand moi j'étais assez grande pour rejoindre la table des grands, là, j'étais là au milieu et j'aimais beaucoup observer ce qui s'y passait. Mais dans les repas de famille, comme dans tous les repas de famille, il y a un moment où ça va parler politique. Et là, quand je voyais mon papa, qui avait applaudi à l'élection de Mitterrand, qui se retrouvait face à mon pépé, fidèle gaulliste, le ton montait, jusqu'à ce que la mémé, elle sorte une bonne bouteille derrière les fagots là, pour apaiser tout ça quand même. Et puis dans cette famille, il y a ma maman, ma mère, c'est une femme généreuse. Elle a un cœur gros comme ça, là. Alors ma maman, elle a déjà aidé ses parents à la ferme quand elle était jeune, puis quand elle s'est mariée, elle est partie travailler à l'usine en lunetterie. Et puis elle a fait du travail de tournerie à domicile, et puis elle a aidé mon papa à l'atelier beaucoup. Et de cette maman au travail, en fait, moi surtout ce que j'en garde comme souvenir quand j'étais gamine,
c'est que dans cette maison, c'était toujours rempli de gamins. Il y avait, moi je me souviens des goûters gargantuesques où il y avait mes deux frangines, moi, puis les cousins, les cousines, et puis les enfants des parents qui bossaient à l'extérieur du village. Et alors ça faisait des goûters gargantuesques, ça braillait dans tous les sens, il y avait beaucoup de vie, quoi. Et bien cette maison où il y a toujours beaucoup d'enfants, ma mère, elle a continué à la faire vivre en devenant famille d'accueil. Où en 1998, depuis 1998 jusqu'en 2021, elle a accueilli plusieurs fratries d'enfants placés par l'aide sociale à l'enfance. Et ma maman, dans les valeurs qu'elle m'a transmises par rapport au travail, il y a comment elle incarnait complètement le fait du souci du bien-être d'autrui qui passait avant tout, et les notions d'entraide et de l'importance de la relation entre les gens. Alors de cette enfance, moi j'en garde un souvenir d'une enfance pauvre qui ne disait pas son nom, mais d'une enfance empreinte de belles valeurs. À faire des cabanes dans les noisetiers, au milieu de Saint-Maurice. Et arrive le jour où j'ai mon bac. Là, il y a mon père qui m'appelle dans la cuisine, il est adossé contre le meuble en formica, là. Il a les larmes aux yeux, et il me tend un billet de 100 francs. Et il me dit, tu sais, hein, on est fiers de toi. Est-ce que toi, tu as ton bac? Moi, je n'ai pas eu mon bac, parce que ton grand-père, lui, il voulait que je fasse des études de comptabilité pour reprendre la gestion de la maçonnerie, mais moi, j'en ai pas voulu. Et je suis partie en apprentissage en charpente. Ta mère, elle, l'année de son bac, et ben, en fait, c'est l'année où ton grand-père a eu un accident de moto. Il s'est retrouvé à l'hôpital, il a fallu qu'elle aide à la ferme. Elle n'a pas pu poursuivre les études qu'elle voulait, elle n'a pas pu réaliser son rêve d'être éducatrice spécialisée. Toi, tu as cette chance. Et on va tout faire pour te payer les études que tu mérites. Alors, moi, quelques années plus tard, j'ai compris que j'avais une sacrée mission confiée par mes parents, là. J'avais la mission de grimper dans l'ascenseur social. Oui, alors, sauf qu'à 18 ans, en sortant de Saint-Maurice, là, je me dis, mais comment je fais, moi, comment j'y arrive, quoi? Je sais, moi, ce qui me manque, c'est de la culture générale. Alors, je m'inscris à la fac de droit à Besançon, et je m'inscris dans un DUG qui s'appelle « Connaissance du monde contemporain ». Alors, c'était un DUG où j'avais des cours de droit, d'économie, je faisais des statistiques, il y avait plein de matières différentes. Le problème, c'est que quand moi j'arrive dans ces immenses amphithéâtres à la fac de droit, là, je me retrouve perdue au milieu de plus de 100 étudiants, fils d'avocats, fils de médecins. Et en fait, la mentalité que je perçois là, c'est celle du chacun pour soi. Et je ne me sens pas du tout à ma place. Puis je me dis, non mais attends, je ne vais pas faire payer des études à mes parents pour de la culture générale. À un moment donné, bon. Non, moi, il me faut une formation pour que j'arrive vite dans le monde du travail, que je sois indépendante rapidement, et pour un métier, un vrai métier, quoi, qui soit utile. Et c'est donc là que je rentre à l'IRTS voilà, pour faire ma formation d'assistante sociale. Alors là, quand j'arrive, je suis dans une promo de 30 étudiants, des gens un peu tous les âges, qui viennent de plein de milieux différents, et puis des gens... des bons fêtards, hein, c'est clair. Et puis des gens qui ont déjà un parcours d'engagement, déjà un parcours de militance assez affirmé, quoi. Et quand j'arrive dans ce milieu-là, je me dis, ok, là, je crois que je peux trouver ma place. Alors moi, j'ai pas le bagou de certains, et puis, moi, j'ai pas vécu des trucs extraordinaires, quoi, mais je me dis, allez, j'essaie. Et c'est là que je rencontre Martine. Alors Martine, c'est la responsable de la filière assistante sociale. Martine, c'est l'archétype de l'assistante sociale. Elle a les petits souliers vernis, la jupe droite sous le genou, le chemisier col Claudine, un carré franc et le regard doux. Et Martine, elle nous donne le cours sur les règles de métier des assistantes sociales. Les règles que vous devrez respecter en tant que professionnel, en tant qu'assistante sociale, sont régies par le code de déontologie de l'Association nationale des assistantes sociales, qui a été créée en 1945 à la sortie de guerre. Ce code, il régit donc votre profession,
Et il indique que l'assistante sociale est au service de la personne humaine dans la société. Son intervention, elle vise à l'épanouissement et à l'autonomie des personnes et des groupes que vous accompagnerez. Elle vise au développement des potentialités de chacun en le rendant acteur de son propre changement. Et elle vise à l'adaptation réciproque de l'individu et de la société en évolution. Et que c'est par le développement social local que l'assistante sociale concourt à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales qui pourraient et à améliorer les conditions de vie des personnes. Pour remplir cette mission, ce code de déontologie vous fixe des devoirs. L'article 1, il fixe le devoir de la dignité de la personne. C'est-à-dire que le respect de la dignité de la personne fonde en toutes circonstances l'intervention de l'assistante sociale. L'article 2, il pose le devoir de la non-discrimination. Dans ses activités, l'assistante de service social met sa fonction à la disposition des personnes, quelle que soit leur race, leur couleur, leur religion, leur opinion politique, et quels que soient les sentiments que cette personne lui inspire. L'article 4, il pose le devoir du secret professionnel. L'obligation légale de ce secret s'impose à toute assistante sociale et tout étudiant en exercice. C'est-à-dire que si jamais vous trahissez une information qui vous a été transmise par une personne sans son accord, vous êtes condamnable au pénal pour une peine d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Et je terminerai sur l'article 7 qui pose le devoir de l'indépendance et de la liberté. L'assistante sociale ne peut accepter d'exercer sa profession dans des conditions qui pourraient compromettre la qualité de ses interventions. Il doit donc être attentif aux formes et aux conditions de travail qui lui sont proposées et aux modifications qui pourraient survenir. Alors moi, quand j'entends Martine, là, qui nous transmet les règles de métier, je me dis, waouh, c'est beau, quoi. Puis c'est du costaud, ce travail-là. C'est un métier où tu es utile à l'autre, un métier où tu es utile à la société, un métier qui est fondé sur des valeurs humanistes qui sont belles, quoi. Je me sens vraiment fière d'arriver dans ce métier-là. Ça me fout un peu la trouille, quand même, hein, bien d'accord. Mais je décide de relever le challenge. Je fais mes 3 années de formation et je suis diplômée. Et en octobre 2002, je suis embauchée. Alors, je suis embauchée comme assistante sociale au service social de la sécurité sociale. Je voulais du social, je suis servie là, hein, je veux dire, j'en ai plein là, quoi. Et donc, ce travail, ben, déjà, est-ce que vous saviez qu'il y avait des assistantes sociales à la Sécu? C'est pas une question piège, hein. En fait, il y a peu de personnes qui connaissent ces emplois-là. Et à votre avis, ben, quel est mon travail, justement? C'est quoi mon job? Auprès de qui j'interviens? Les salariés? Oui, les employés. Hein. Les salariés, Ouais. ouais. Alors, pas les salariés de la Sécu. Du coup, l'ensemble des salariés du régime privé. C'est-à-dire toutes les personnes qui travaillent dans le secteur privé, qui sont salariés des entreprises régime général, quoi. Et alors, du coup, mon travail, moi, c'est... il y a 2 grandes missions. Déjà, c'est de pouvoir informer et accompagner les gens pour qu'ils accèdent à leurs droits au niveau de la Sécu. Ben oui, parce que comment tu fais pour être acteur de ton propre changement quand tu es en arrêt maladie, que tu touches la moitié de ton salaire et que tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer à la fin du mois? Et puis l'autre mission, c'est d'accompagner les personnes qui, du fait de leur maladie ou de l'accident, ne peuvent plus continuer le travail qu'ils faisaient avant. Donc c'est de pouvoir les aider à se réenvisager dans un travail. Alors il y a eu 18 années à essayer de tenir ce challenge-là, hein, de tenir cette mission. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens en arrêt de travail, que les droits sociaux, les dispositifs sont de plus en plus complexes, que les moyens d'y recourir sont de plus en plus compliqués, puisque les accueils de services publics ferment. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de personnel dans les administrations et dans les services sociaux pour étudier puis renseigner sur les droits. Mais le problème, c'est surtout qu'il y a de plus en plus de gens en arrêt à cause du travail,
parce qu'ils sont cassés par le travail. Parce qu'ils sont tellement dans des emplois insoutenables qu'ils tombent, quoi. Et moi, il y a un moment où je ne savais plus trop comment faire, quoi. Alors moi, quand j'ai des baisses de niaque, là, vous savez, des moments où... mon refuge, c'est la lecture. Et surtout la littérature jeunesse. Et j'ai 2 enfants, et un jour, ma sœur a offert un album de Claude Ponty à mes 2 enfants. Et c'est là que j'ai rencontré Okilele. Alors ce soir, ce dont on va parler, c'est du travail, de la sécu, de la souffrance au travail, du métier d'assistante sociale et de la grande danse de la joie joufflue. Alors on va se le dire tout de suite, comme ça c'est fait. Bon, clairement, c'est sécurisant, hein, de bosser à la sécu. Ah ben oui, parce que quand même, moi, quand j'arrive là, à 22 ans, j'accède à un emploi où j'ai un emploi quasiment garanti jusqu'à la retraite, j'ai un salaire pas dégueulasse, et puis en gros, du moment que je fais mes 39 heures dans la semaine, après je gère mon emploi du temps, quoi. Puis quand même, hein, c'est un domaine ou un secteur où il y a des conquis sociaux qui sont quand même costauds, entre les chèques resto, les chèques vacances, les congés supplémentaires, etc. C'est sécurisant, quoi. Et puis c'est sécurisant aussi parce que moi je sais que je peux m'appuyer sur tout mon attirail de méthodes de travail social et tout mon attirail d'outils de droits sociaux, quoi. Donc ça va, quoi. Je suis sécure. Et du coup, quand je rencontre Nicole... Alors Nicole, quand je la rencontre, ça fait 4 mois qu'elle est en arrêt maladie. Et quand je la rencontre, elle arrive avec ça. C'est bon. Je t'avais dit qu'elle était basse. Ouais. Moi, je viens vous voir parce que, vous voyez, je suis en arrêt depuis 4 mois, j'élève mes 2 filles toute seule. Le papa, il est parti. Et là, en fait, moi, j'ai amené mes factures là parce que, en fait, j'y arrive plus. Avant, hein, je m'en démerdais bien de mes papiers, mais là, je ne sais plus comment faire. Et de toute façon, financièrement, là, moi, je ne sais pas comment je vais pouvoir payer tout ça. Alors là, moi, je suis bien contente de... Je sors mon dossier de demande d'allocation logement qu'on va remplir ensemble et que j'envoie à la CAF pour qu'elle soit aidée à payer son loyer. Je sors mon dossier de demande de couverture maladie universelle qu'on remplit ensemble, que je transmets à la Sécu pour qu'elle puisse financer ses soins. Je prends mon téléphone, j'appelle son employeur pour le service du personnel, hein, pour voir s'il y a une prévoyance qui peut compléter ce que lui verse la Sécu. Et puis pour finir l'entretien, je complète une demande d'aide financière pour qu'elle ait un coup de pouce pour finir les courses pour la fin du mois, quoi. Je gère, quoi. Je contrôle. Non mais moi à ce moment-là, j'ai l'impression d'être Zia, quoi, dans les merveilleuses cités d'or. Je suis là pour résoudre les énigmes et délivrer les opprimés à bord du Condor de la Sécu. Je suis super woman, quoi, tu vois. Je kiffe, quoi. Et je travaille. Je travaille. C'est quelque chose que je me répète souvent. C'est comme s'il fallait que je me convainque de ça. Au printemps 2019, donc j'étais séparée du père de mes gosses depuis plusieurs années. J'avais mes 2 enfants en garde exclusive. Ils allaient qu'un week-end sur 2 chez leur papa. Et au printemps 2019, je me suis engagée dans une formation pour créer une conférence gesticulée. Et ça durait 3 jours. Donc je vois avec le père de mes gosses pour lui dire, écoute, est-ce que pour une fois, tu peux récupérer les enfants le jeudi soir au lieu du vendredi soir? Et là, sa réponse a été, non, mais moi je peux pas, je travaille. Oui, moi aussi. Alors c'est vrai que, je travaille à la Sécu. Les sketchs de Coluche dans les années 80 sur les gens qui bossaient à la Sécu, vous avez la rêve où... ces gens qui y travaillent et qui passent leur journée à regarder l'horloge pour attendre que l'heure passe et que ça soit l'heure de partir, quoi. Et donc l'horloge n'est pas assurée. Oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin de l'assurer parce que tout le monde la regarde. C'est ça, oui, voilà. Oui, elle est bien, assurée contre le vol. Elle est bien protégée. Pas besoin de l'assurer contre le vol. Non.
Donc voilà, je bosse à la Sécu, donc parce qu'on y travaille à la Sécu. Puis je suis assistante sociale. C'est une vocation, ça. Est-ce que c'est un vrai travail? Bon. Et puis je suis une femme. Alors en France, hein, l'année dernière encore, arrivée à mi-novembre, je crois, c'est comme si les femmes ont continué à travailler gratuitement. C'est-à-dire que la valeur du travail produit par les femmes est bien inférieure à la valeur du travail produit par les hommes pour le même type d'emploi. Il y a 20%, plus de 21%, je crois, et ça diminue plus. Bon, en tout cas, voilà, il y a tout ça qui me fait douter du fait que je travaille. Donc je suis allée voir un peu ce que des gens en racontaient du travail. Et là, moi, j'ai découvert Christophe Dejour, qui est un psychanalyste, psychiatre du travail, qui est vraiment... Alors c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose, Christophe Dejour. C'est lui qui a été appelé comme expert au procès qu'il y a eu par rapport au harcèlement institutionnel à France Télécom, hein, suite à la vague de suicides qu'il y a eu dans les années 2000. Et donc Christophe Dejour, lui, ce qu'il dit, c'est que travailler, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou bénévole, domestique ou de cadre, de domestique ou professionnel, de manœuvre ou de cadre, du privé ou du public, du commerce ou de l'industrie, des services ou de l'agriculture. En fait, travailler, c'est mobiliser son corps, son intelligence et sa personne pour une production ayant valeur d'usage. En gros, c'est comment je mobilise mon corps, mon intelligence et ma personne pour produire quelque chose qui va être utile aux autres, quoi, et utile à la société. Et pour Christophe Dejour, pour qu'un travail soit source de santé, il est important qu'il y ait 4 éléments clés qui soient nourris et qui soient reliés. Où le premier élément clé qui va structurer le travail, eh ben, ce sont les règles de métier. Je ne passe pas à travers, en fait, hein. Je peux juste mêler. Alors pour les règles de métier, moi ça me fait penser à... C'était le médico-psychologie qui me dit, mais moi ce qui est important pour moi au travail, c'est que on partage des valeurs, on a des valeurs communes dans l'équipe. Et ça pour moi c'est important. Ou c'est cette ouvrière en horlogerie qui travaille dans le Haut-Jura qui me dit, mais moi ce qui est important pour moi, c'est que je contribue à faire vivre du coup tous nos savoir-faire là qui existent dans la région depuis si longtemps. Les règles de métier, ça va être toutes les techniques, les ficelles de métier, là qu'on se transmet de père en père. Ça va être tout ce qui va définir le bel ouvrage, justement. Ça va être toutes les valeurs éthiques qui sont portées dans ce métier-là. On va y retrouver aussi le jargon professionnel. Moi, dans le travail social, il y a un certain jargon qu'on utilise entre travailleurs sociaux et travailleuses sociales. Dans la menuiserie, c'en est un autre, et etc. dans tous les corps de métier. Et puis, on va trouver aussi toutes les règles sociales qui agissent dans ce corps de métier. Alors, par exemple, dans le bâtiment, il y a une certaine forme de règle sociale où, clairement, les gars sur le chantier, ils se comportent où il faut montrer qu'on est costaud, quoi, et qu'on est bien viril pour réussir à tenir les conditions de travail super dures là qu'on doit vivre. Le deuxième élément clé qui va structurer le travail, c'est le collectif de travail. Alors, dans les gens que je suis, moi, il semble qu'il y a cet ouvrier en métallurgie qui me dit, mais moi, ce qui est important pour moi au travail, c'est qu'à la pause, quand on retrouve les copains, là, on prend des nouvelles les uns des autres. On s'enquiert de savoir comment chacun va. Si on sait qu'il y a des difficultés dans la famille, avec des enfants, on est attentifs les uns aux autres. Parce qu'après, quand on retourne sur la ligne, si on voit qu'il y en a un qui est un peu en galère en ce moment, on vient lui filer la main pour qu'il arrive à peu près à tenir ses cadences. Et puis le collectif de travail, c'est aussi par exemple pour cette éduque, c'est comment elle dit, mais moi je me sens protégée par mon équipe. Parce que je sais que tous les mardis matins, quand on a notre réunion, là, où on peut parler de ce qui s'est passé dans la semaine précédente, je sais que je vais pouvoir me confier sur une difficulté que j'ai eue avec un jeune. On va essayer de comprendre ensemble ce qui s'est passé dans cette situation avec ce jeune, pour à la fois que ce jeune il puisse revenir dans le groupe, et aussi que moi je ne me retrouve pas en difficulté. Le collectif de travail, c'est l'espace où on va parler du travail réel. Pour Christophe Dejour, il fait une différence entre le travail prescrit et le travail réel. Le
travail prescrit, c'est ce qui descend de la direction. C'est les consignes de travail, les protocoles, etc. Et puis le travail réel, c'est ce que chacun et collectivement, on va ajouter de notre intelligence ouvrière pour pouvoir produire ce qui est attendu de nous. Et c'est là, dans le collectif de travail, où on va élaborer les règles de métier et les règles de vivre ensemble. C'est l'espace où on va essayer de se défendre collectivement par rapport à une organisation prescrite de travail. Le troisième élément clé qui structure le travail, c'est la reconnaissance. Alors c'est par exemple mon papa, là, quand il livrait ses meubles et qu'il avait tous les compliments, hein, que son regard pétillait, je voyais bien, moi, comment ça le nourrissait, quoi. Ou c'est cette aide ménagère, quand je la rencontre, elle me dit ah non mais moi j'adore mon travail. Parce que quand j'arrive chez mes papis-mamies, là, je passe la porte, et mes papis-mamies, ils me disent « Oh, voilà notre rayon de soleil !» La reconnaissance au travail, bah, c'est déjà la reconnaissance de l'effort fourni pour produire ce que j'ai à produire. C'est aussi la reconnaissance de l'utilité sociale ou économique de mon travail. Donc le jugement d'utilité par les clients, par les responsables. Mais ça va être surtout les jugements de beauté qui vont être posés sur mon acte de travail ou sur mon œuvre. Ces jugements de beauté qui vont être posés par les clients, aussi par les responsables, mais les plus nourrissants, c'est ceux qui sont posés par les collègues, par les pairs. Et si la reconnaissance au travail, elle existe, elle est nourrissante, elle va venir alimenter le quatrième élément clé qui structure le travail, qui est l'identité. C'est-à-dire comment le travail, il a une place dans la construction de l'identité. Moi, ça me fait penser à cette conseillère bancaire que j'accompagne qui me dit non mais moi, mon travail, c'est toute ma vie, quoi. Je m'épanouis dedans. Parce que quand j'ai des objectifs à atteindre, c'est vraiment un challenge pour moi, donc je m'y donne à fond. Et quand j'y parviens, pour moi, je me réalise, quoi. Ou c'est cette ouvrière aussi qui est en contrôle qualité dans une usine qui fabrique du matériel médical, des seringues, des choses comme ça. Elle me dit, mais moi, ce qui est important pour moi, c'est comment je me rends compte que moi, si je fais mal mon travail, il y a des gens qui risquent d'avoir des soins de mauvaise qualité. Si jamais une seringue n'est pas bonne, ça peut provoquer de la souffrance à des gens qui sont malades. C'est hyper important pour moi de me rendre compte à quoi sert mon travail. Alors, le travail, ça peut être un espace d'épanouissement, d'autonomie, de liberté. Ça, c'est souvent nommé par les femmes dans les entretiens que j'ai. Comment ça peut être cet espace-là? Parce qu'en gros, au travail, on y arrive avec ce qu'on est. Mais le travail, il va avoir une influence sur ce qu'on devient. Par rapport à... En gros, si l'effort que je fournis il est reconnu dans mon collectif de travail, si les règles de métier sont respectées et que tout ça va contribuer à ma bonne santé mentale. Et pour Christophe Dejour, pour qu'un travail reste vivant et source de santé, il est nécessaire que ces 4 éléments soient nourris et reliés. Et pour lui, la façon de faire, la manière d'agir pour nourrir ces éléments-là, c'est la coopération. Et en gros, c'est un peu toucher-couler, quoi. C'est-à-dire que s'il y a un moment, il y a un des éléments qui n'est pas nourri, il y a un peu tout qui peut s'écrouler. Alors, pour les gens qui tombent en arrêt, du coup, comment ça peut se passer, tout ça? Je pourrais vous parler de Cédric. Cédric, quand je le rencontre, enfin avant de le rencontrer, ce que je sais, c'est qu'il a 42 ans, que le médecin conseil l'a vu là pendant son arrêt et qu'il l'oriente vers moi, vers le service social. Et je sais que Cédric, il est en arrêt depuis 1 an et demi pour un accident du travail. Et Cédric, quand il arrive avec ça. Alors moi, je suis charpentier. Et en fait, j'ai eu un accident parce que je suis tombée d'un toit. Et donc, dans cette chute, j'ai une fracture donc, aux chevilles. Puis j'ai ma hanche, là, la hanche gauche. J'ai eu 2 vertèbres qui ont été fracturées, les 2 poignets.
Alors j'ai déjà eu 8 opérations. Le médecin conseil, il me dit qu'il faut que je pense à reprendre le travail, mais le problème, moi, c'est que je ne sais pas quoi faire. Puis je me sens incapable. Je me sens inutile. Vous savez, hein, je peux même plus faire du vélo avec mes filles. Je peux même plus faire mon bois. Puis je me sens seule. Alors les moments où j'ai un peu moins de rendez-vous médicaux, je me dis, allez, je vais sortir un coup, là, prendre l'air. Et... Le problème, c'est que je vais toujours croiser des voisins ou de la famille. Puis là, il y en a toujours un pour me dire, ah bah dis donc, t'es encore en arrêt, pourtant tu te balades, t'as pas l'air bien malade, tu serais pas un peu feignant. Mais vous savez, hein, moi je suis pas un feignant. Vous savez quoi? Ce patron-là, ça fait 12 ans que je bosse pour lui. En 12 ans, quand il fallait faire des heures supplémentaires pour finir les chantiers, j'ai jamais refusé, j'ai toujours accepté, j'ai jamais rien dit. Quand il disait, le patron, non, non, mais là c'est un petit chantier, on ne monte pas tout l'échafaudage, ça ira bien, j'ai toujours fermé ma bouche, j'ai jamais rien dit, j'ai accepté, j'ai fait. Vous savez, hein, là ça fait 1 an et demi que je suis en arrêt, j'ai jamais eu un seul coup de fil de mon patron pour prendre de mes nouvelles. Mais vous savez, hein, moi je suis pas un cassos, hein. Alors moi, quand j'entends ça, déjà je lui dis, alors bon, juste, en fait moi, cassos, là, je supporte pas ce terme, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Cassos, bon, on est tous un cas, en fait on est un peu tous un de cas, non? Parce qu'on est tous singuliers, donc on est tous des cas, bon. Et cassos, cas social, ouais, l'être humain c'est un animal social, ouais, on a besoin les uns des autres, donc moi ça me... Je ne comprends pas ce terme, je ne le supporte pas. Mais en fait, ce qu'on va faire avant d'aller un peu plus loin, c'est que je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter l'histoire de la Sécu. Alors la Sécu, en fait, elle a été créée et voulue par le Conseil national de la résistance dans son programme des jours heureux. L'idée, c'était de créer un plan complet de sécurité sociale pour mettre la population à l'abri des risques de la maladie, de la vieillesse, les risques liés à la famille et aux accidents du travail. L'idée, c'était d'apporter des moyens d'existence à toutes les personnes qui ne sont pas en mesure de se le procurer par le travail. C'est un système où tu cotises en fonction de tes besoins, non, en fonction de tes moyens, et tu fais appel en fonction de tes besoins. Et puis le dernier principe qui a été voulu par le Conseil national de la résistance, c'est que ce n'est pas un système de protection sociale qui dépend de l'État, mais il est indépendant. Et il est géré par 70% par les syndicats ouvriers et par 30% par les syndicats patronaux. En fait, ce mode de gestion-là, il a été mis en place pour tenter de rééquilibrer les rapports de force entre les ouvriers et les patrons. Alors souvent, quand je raconte ces petites histoires de la Sécu aux gens que j'ai dans mon bureau, ils me disent « Ah oui, ouais, je l'ai peut-être su, je m'en souvenais plus. » Moi, du coup, ça me fait autre chose que de me retrouver avec l'étiquette de cassos, quoi. Voilà ce qu'ils me disent. Parce que moi, ce que je vois chez Cédric, en fait, c'est toute la force et la volonté dont il a dû faire preuve pour arriver à tenir avec les douleurs qu'il a eues, avec toutes les opérations qu'il a subies. Ce que je vois, c'est toute la richesse de son expérience. C'est tout, ou comment, en tant que travailleur, il avait son identité sociale, il avait un rôle, une place dans la société. Comment, et dans sa famille. Et comment, là, la Ré est venue déconstruire tout ça. Et moi, mon travail, du coup, c'est déjà de le reconnaître dans sa singularité, de l'écouter. C'est de comprendre avec lui là où il y a problème, mais aussi là où il y a ses forces. On va essayer de comprendre les contraintes dans lesquelles il est prise. On va essayer de voir ensemble ce qu'il est en mesure de faire seul et là où il aura besoin de mon aide. Et c'est après que je sors les outils de ma caisse de sécu, là, pour rapport à tous les droits sociaux à mettre en place. Parce que moi, quand j'entends cette assignation de cassos, là, je vois toute la violence, du coup, qui est assignée aux victimes d'injustice sociale d'être les responsables de leur malheur, quoi. Et ça, j'ai un peu du mal, quand même.
quand il est né, Okilele n'était pas bon. Ses parents, ses frères et ses sœurs dirent « Oh, qu'il est laid !» Okilele pensa que c'était son prénom, et chaque fois qu'il l'entendait, il se précipitait. Alors son père, sa mère, ses frères et ses sœurs finirent par l'appeler Okilele. Et surtout ses frères et sa sœur, qui aimaient beaucoup l'appeler. Un soir, il vit qu'il n'avait pas la même tête que les autres. Il décida alors de se fabriquer un masque pour être comme tout le monde. Parfois, Okilele attachait les gens de sa famille avec des cordes pour parlophoner tous ensemble. Il arrivait à bien les attacher. Il n'en oubliait aucun, mais à chaque fois, son parlophone était trop serré et les choses ne marchaient pas du tout comme il le voulait. Ah ouais, parce que comme chez Okilele, les fils du parlophone, quelquefois, ils craquent. Ah oui, parce que je vous ai dit, on parle de la sécu. Qu'est-ce qui vient en tête en premier quand on parle de la sécu, surtout dans les médias? De quoi on parle quand on parle de la sécu? Ah bah oui, quand même. Il fallait bien qu'on en parle, quoi. Vous ne croyez pas qu'on n'allait pas en parler, quand même? Le trou de la sécu. Alors pareil, on va refaire un petit tour dans l'histoire, où en fait c'est en octobre 1945 que l'ordonnance, il y a une ordonnance qui crée la sécurité sociale, ce système complet de protection sociale. C'est Ambroise Croizat, qui est ministre communiste du Travail, qui est chargé de la mise en œuvre de la Sécu. En août 1946, donc quelques mois plus tard, 9 mois plus tard, il y a 123 caisses de Sécu et 113 caisses d'allocation familiale qui fonctionnent sur le territoire français. Dans un pays ruiné, après-guerre. Ils ont réussi à mettre ça en place, de rassembler toutes les petites mutuelles là, qui existaient avant, en un seul système de protection sociale. Balèze quand même, hein. En fait, comment ça s'est passé? Eh bien, c'est les gars, les femmes de la CGT qui, après la journée d'usine, ils allaient dans les combles aménagés par les mairies pour les premiers locaux de caisse de sécu, pour mettre tout ça en route, installer ce fonctionnement-là. Cette histoire, on peut la découvrir dans le film La Sociale, le film de Gilles Perret, qui est juste une pépite pour se réapproprier cette histoire de ce bien commun qu'est la Sécu. Je vous le conseille. Et donc le temps avance. Alors dès 1947, le terme de trou de la Sécu est déjà employé par les politiques de droite pour dire que mon Dieu, ça ne pourra jamais marcher. Bon, petite parenthèse fermée. On arrive en 1967. Il y a une réforme, la réforme Jeanneney, qui va venir modifier des choses en profondeur. Déjà, les directeurs des caisses seront nommés par le gouvernement et plus nommés par les conseils d'administration. Ensuite, Jeanneney met en place le paritarisme, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec 50% de syndicats ouvriers, 50% de patrons. Bon, là, le rééquilibrage du rapport de force, il en prend. Et puis, ils vont différencier les caisses, c'est-à-dire qu'avant 67, les cotisations allaient à l'URSSAF et puis étaient redistribuées sans qu'on regarde ce qui était donné pour la maladie, etc. Là, on va scinder. Donc, ça va permettre de voir plus qu'est-ce qui est dépensé dans chaque risque. Au début des années 80, il y a un gel des taux de cotisation. Et puis, les salaires ne sont plus, sont désindexés de l'inflation. Ce qui amène à ce que les recettes stagnent au moment où les dépenses, alors que les dépenses sociales continuent à augmenter, puisque la protection de la population s'ouvre à de plus en plus de nouveaux droits. Donc je ne suis pas très forte en maths, mais quand les recettes stagnent, puis que les dépenses augmentent, ça fait des trous, des déficits. Donc bien sûr, pas de souci, Rocard arrive et en 90, il crée la CSG, la contribution sociale généralisée, pour rembourser le déficit de la Sécu. Ouais, alors la petite différence, c'est que la CSG, c'est un impôt qui est collecté par l'État. Ce n'est pas une cotisation sociale collectée par l'URSSAF. Si l'État collecte une partie des recettes pour la Sécu, il aura plus de pouvoir pour dire comment doivent être dépensés cet argent. En 95, il y a la réforme Juppé. Alors, rouleau compresseur, il veut un peu tout bousculer, il y a beaucoup de manifestations pour pas qu'il touche aux retraites, ça marche,
Ça marche. Ça a marché cette fois-là. Ouais. Mais ce qui passe, c'est que bon, c'est là où il y aura des médicaments qui vont être déremboursés, et puis surtout passe la programmation de la loi de finances de la Sécu, où l'État va dire tous les ans, fixer des objectifs de dépenses à la sécurité sociale. Le 13 août 2004, il y a la réforme Fillon. C'est depuis qu'il y a 1 euro par consultation de médecin plus remboursé, là, hein, ça vous dit quelque chose. Et la réforme Fillon fait aussi autre chose, c'est que la gouvernance des conseils d'administration de chaque caisse de sécu est supprimée. Il n'y a plus du tout de gouvernance par les conseils d'administration, c'est l'État qui va fixer par des contrats pluriannuels de gestion la ligne de route aux différentes caisses de sécu. Et en 2005, la loi de finances de la sécurité sociale, l'objectif premier, c'est qu'il faut qu'on rapproche les dépenses des recettes. Il y a un poste important au niveau de la sécu maladie qui coûte beaucoup d'argent, ce sont les arrêts de longue durée. Ça tombe bien, il y a un service social à la sécu pour accompagner les gens en arrêt. Moi, à ce moment-là, j'y suis à la sécu. Et donc, en 2005, je suis envoyée en formation à la CNAM, à Paris, la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors là, je suis dans un immense amphithéâtre. On est 1000 assistants sociaux, assistantes sociales de toute la France. Hein. Et il y a une formation, donc cette formation s'appelle « S'impliquer dans les changements institutionnels ». Et pour introduire cette formation, il y a le directeur de la CNAM qui fait une présentation. Le challenge du service social sera de contribuer à résorber le déficit de la Sécu. Votre challenge, ça sera le traitement de masse. Les CPG fixent la nécessaire montée en charge de vos portefeuilles de clients. Et tout ça dans une démarche proactive. On n'attend plus le client, on va le chercher. Vous me direz, c'est une vraie aubaine pour un service social, puisque vous pourrez offrir vos bons services à plus de personnes. Bien sûr, tout ça va se faire dans le cadre de la démarche qualité qui va permettre de s'assurer du beau travail que vous ferez. Et vous inquiétez pas. Nous allons mettre en place, pour vous aider à tenir ce challenge et à remplir les indicateurs, nous allons mettre en place des requêtes informatiques pour voir au fur et à mesure des mois le nombre de personnes que vous accompagnez, et donc qui devra augmenter, et le nombre de personnes qui, à l'issue de leur arrêt de travail, auront repris un emploi. Des moyens supplémentaires? Non. Alors écoutez, soyez raisonnables. Vous savez très bien que vous êtes soumis aux mêmes règles que les fonctionnaires, avec la RGPP, là, un départ en retraite sur 2 qui soit remplacé. Alors moi, quand j'assiste à ce séminaire-là, j'ai commencé à vaciller parce que les mots du management néolibéral qui débarquent au service social, moi, c'était pas du tout une poésie qui me causait, quoi. Ça me faisait plus vibrer, ça. Je me les suis pris vraiment en pleine figure, ces mots-là. Alors il se cachait sous l'évier pour pleurer. Il y restait des heures entières, et là, on le laissait tranquille, et même on l'oubliait. Okilele décida de s'installer sous l'évier. Il construisit un lit suspendu et quelques meubles avec tout ce qu'il trouvait dans la poubelle et qui pouvait encore servir. Il entreprit aussi de se coudre une cape pour se protéger du froid et de la pluie. C'est alors qu'il rencontra Martin Réveil. Okilele répara Martin Réveil qui avait été cassé et jeté à la poubelle. Ensuite, Okilele brancha l'électricité. Et cette nuit-là, Martin Réveil lui raconta l'histoire de sa vie à Okilele. C'était une histoire gaie le soir et triste le matin. Okilele apprit à lire et à écrire en mangeant de la soupe aux lettres avec son nouvel ami. Avec lui, il agrandit sa maison sous la terre. Ils creusèrent de nombreux tunnels. Et tous les matins, ils inventaient une pièce qui s'ajoutait aux autres. Et le soir, ils construisaient le parlophone géant avec un vieux poste de radio, beaucoup de fils électriques et des tas de choses cassées qu'ils trouvaient dans la poubelle. Okilele voulait parlophoner avec les étoiles.
savoir pourquoi les choses étaient comme ça et pas autrement. Et une nuit, les étoiles répondirent. Elles dirent que quelque part, sur une planète, on avait besoin d'Okilélé. Okilélé ne sortait plus beaucoup de sous les pieds. Pourtant, un lundi, il dérangea les autres un peu plus que d'habitude. Ses parents entrèrent dans une grande colère. Il eut tellement peur qu'il ne put rien dire d'autre que « Pitrouille, pitrouille !» Mais ses parents ne sortirent pas de leur colère. Ils ne voulaient plus le voir, qu'il retourne dans son trou et qu'il y reste, jusqu'à la fin des fins. Son père prit des briques et du ciment et l'enferma sous l'évier. Okilélé décida de partir avec Martin Réveil pour chercher les voix qui lui avaient parlophoné et trouver le quelqu'un qui avait besoin de lui. Okilélé et son ami marchèrent dans la nuit. Ils marchèrent longtemps, dans plusieurs nuits. Moi, j'ai marché dans quelques nuits. Mais arrivé à l'automne 2011, notre chef nous informe que le directeur de la CRAM, à l'époque, de la Sécu, nous propose de réécrire le projet du service social, de retravailler ensemble quelles sont les valeurs sur lesquelles se fonde le service social, quelles sont ses missions, le public. Alors, je me dis, oh, mais quelle aubaine, quoi. Alors moi, je m'engage à fond, quoi. Je vais à toutes les réunions, tous les ateliers, je prends beaucoup de temps pour écrire, et ça dure 1 an. Et au bout d'1 an, à nouveau une grand-messe. Donc là, on est à Dijon. Il y a les 100 assistantes sociales de la région de Bourgogne-Franche-Comté. Et il y a un diaporama qui présente le fruit du travail des ateliers. Et à un moment donné, il y a la diapo des valeurs du service social. Donc là, il y a Bernard Tapie, un directeur adjoint de la Sécu, il s'appelait vraiment comme ça, qui se relève et qui rajuste son veston, là, range son smartphone dans la poche, qui dit « Ah oui, les valeurs !» Les valeurs. Écoutez, j'ai eu 2 surprises quand même en voyant les comptes rendus des ateliers. Dans les valeurs du service social, vous avez beaucoup parlé des valeurs humanistes. Bon. Écoutez, nous sommes en 2011. Qui aujourd'hui serait capable de donner une définition des valeurs humanistes? Moi, je considère que c'est un terme un peu désuet. Il faut savoir évoluer avec son temps. Donc, j'ai fait enlever les valeurs humanistes des valeurs du service social. Et mon autre surprise, c'est que pour moi, il y a une valeur essentielle au service social aujourd'hui et qui n'est pas apparue dans les travaux des groupes et que j'ai fait rajouter. Cette valeur, c'est l'efficience. Alors moi, quand j'entends que l'efficience est venue remplacer les valeurs humanistes dans les valeurs du service social, je me suis sentie trahie. Mais à la fois, je me suis dit, il faut continuer. Donc j'ai pris posture de guerrière, je bloque les épaules et on y va, quoi. Ben oui, parce que dans les années 2010, à ce moment-là, c'est là où commence à vraiment monter la souffrance au travail. Et moi, je rencontre des gens qui me racontent ce qui leur arrive. Alors, il y a Léa, qui est psy dans un service de soins. Je me sentais dépassée. J'avais l'impression qu'on m'en demandait plus que je ne pouvais en faire. Je me suis investie de plus en plus au travail, et la vie personnelle passe au second plan, sans qu'on s'en rende compte. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est un collègue qui fait 1m90, 90 kg, qui pleurait tous les jours devant la directrice qui fait 1m50, 50 kg. Puis il y a Chantal. Alors elle travaille dans un commerce du bâtiment. On abusait de moi. Plus j'en faisais, plus il fallait en faire. Au départ, on était 4 pour gérer 2 services, et puis je me suis retrouvée toute seule. Le jour où tu es en voiture et que tu te dis que la seule solution pour sortir de tout ça, c'est de rentrer dans un arbre, tu te dis qu'il faut faire quelque chose. J'avais des insomnies, j'étais des nuits et des nuits sans dormir. Je ne pensais même pas que c'était à cause d'une overdose de travail. Puis je pourrais vous parler de Franck. Alors Franck, c'est le gars consciencieux. Ça fait 30 ans qu'il bosse dans la même usine. C'est celui à qui on confie la vieille presse qui fait les pièces métalliques un peu bizarres. C'est à lui qu'on confie les intérimaires parce qu'on sait que
ben, ils seront bien formés. Mon chef me faisait toujours des remarques, comme quoi je ne faisais pas mon travail, que je ne tenais pas les cadences. J'ai commencé à en parler aux autres pour dire que le chef m'engueulait. Si je n'avais rien dit, j'aurais très mal fini. J'étais prêt à me faire tomber dans l'escalier, exprès pour plus retourner à l'usine. C'est un engrenage. On se demande ce qui peut nous en faire sortir. Puis je pourrais vous parler de Martine qui est AMP. Alors on ne dit plus AMP, mais c'est AES, mais je ne sais jamais. Enfin bon, bref. Elle est aide médico-psychologique dans un foyer pour personnes polyhandicapées. Et en fait, elle s'est rendue compte que certains de ses collègues avaient des actes de maltraitance sur des personnes handicapées. Elle en a parlé à son chef, elle en a parlé au médecin du travail, elle l'a signalé à l'ARS, à l'Agence régionale de la santé. Et ce qu'on lui a demandé, c'était de se taire. Alors elle n'a pas réussi à se taire, elle a fait une tentative de suicide dans le bureau de sa chef, dont elle est sortie vivante, hein, mais à quel prix? Je pourrais vous parler aussi de Mohamed, qui est pâtissier. Alors Mohamed, il a 3 enfants, et en fait, après un licenciement économique, il a retrouvé un poste chez un traiteur. Et tous les jours, il subissait de la part de son chef des insultes racistes et des insultes sur son poids. Mais il y avait la famille à nourrir, donc il a essayé de tenir, il a tenu, ben, jusqu'au jour où il a décompensé, il a fait plusieurs mois d'hospitalisation en psychiatrie. Lui aussi s'en est sorti. En fait, tous et toutes, quand ils arrivent dans mon bureau, ce qu'ils me disent, c'est « Non, mais moi, je suis trop fragile. J'ai pas tenu, mais parce que j'ai pas réussi, j'ai pas assuré. Puis je me sens coupable. » On va retourner voir Okilélé. Okilélé, il arrive vers une maison. C'était la maison de Pophis Forêt, une vieille sorcière déguisée en vieille femme fatiguée. Pophis Forêt demanda à Okilélé de remplir son puits sans fond avec une casserole percée. Elle lui demanda d'enfoncer 52 003 clous dans du bois de fer. Elle lui demanda de scier et de ranger son bois pour tous les hivers. Elle lui demanda 9 petits déjeuners par jour, et même la nuit. Elle lui demanda d'arrêter son amie, Martha Réveil. Okilélé refusa. Et il reprit son chemin. Martha Réveil était content. Il n'aimait pas du tout Pophis Forêt. Elle usait tellement les gens qu'il n'en restait plus que les os. Et après, elle plantait les os autour de sa maison. La souffrance au travail, on en parle dans les politiques publiques. Il y a tout un arsenal de droits qui existe, déjà dans le droit du travail. Il y a dans le Code du travail, il y a l'article L4121-1 du Code du travail, qui indique l'obligation des employeurs de la sécurité du résultat dans la protection et la prévention de la santé au travail. C'est-à-dire qu'ils doivent à la fois évaluer les risques encourus par les salariés dans l'entreprise et mettre en place des actions pour les diminuer ou les supprimer. Et puis la souffrance au travail, dans la législation, on en parle sous le terme de risques psychosociaux. Ce sont les risques vécus et perçus par les salariés comme pouvant porter atteinte à leur santé mentale ou physique, ou les deux. Et c'est-à-dire que si on n'agit pas sur ces risques, ça peut aboutir à des troubles psychosociaux. Et dans ces troubles, on va retrouver les troubles musculo-squelettiques, tous les problèmes d'épaule, les hernies discales. On va retrouver les burn-out, les syndromes d'épuisement professionnel. On va retrouver des pathologies cardiaques, les suicides au travail. On va trouver tout un ensemble de pathologies liées à la souffrance au travail. Et depuis un peu plus de 20 ans, il y a toute une méthode scientifique pour évaluer ces risques dans les entreprises. Il y a eu plusieurs propositions de loi pour faire reconnaître le syndrome d'épuisement professionnel en maladie professionnelle. Il y a eu Benoît Hamon qui a fait une proposition qui a été rejetée, puis François Ruffin et Adrien Cotenas qui en ont aussi fait une, qui a été rejetée. Mais le 20 mai 2019, l'Organisation mondiale de la santé, elle a reconnu le syndrome d'épuisement professionnel comme un phénomène directement lié au travail. Et la définition qu'elle en donne, c'est un syndrome qui résulte d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré correctement et qui se caractérise par du cynisme, un sentiment d'épuisement,
par des sentiments négatifs liés à son travail et par une moins bonne efficacité professionnelle. En mai 2019, Muriel Pénicaud, alors ministre du Travail, passe sur les ondes de France Inter. Et elle est questionnée justement sur le fait de reconnaître le burn-out en maladie professionnelle. Et elle dit, non mais l'Organisation mondiale de la santé, elle a dit très fermement que les burn-out, ce n'était pas des maladies professionnelles. Parce qu'il y a des sujets de burn-out, ça oui, d'accord, mais ce n'est pas des maladies professionnelles au sens strict. Parce que très souvent, on sait qu'il y a un cumul entre vie professionnelle, vie personnelle, et en gros, quand on arrive au désespoir, il n'y a plus rien pour vous raccrocher, quoi. Donc, de toute façon, la définition n'est pas médicalement prouvée. Vous savez comment son collègue Castaner, il la surnomme à ce moment-là? Il l'appelle Muriel Pinocchio. Moi, quand je l'entends là raconter ses mensonges sur le syndrome d'épuisement professionnel, moi, ça me fait bondir. Parce que j'y trouve tellement injuste et hypocrite de tout renvoyer sur la responsabilité individuelle. Et ça voudrait dire que mes collègues et moi, là, on serait là pour trouver des solutions individuelles pour que les gens s'en sortent. Moi, ce que je constate dans mon travail, c'est que la souffrance au travail, ça touche toute personne, c'est-à-dire quelles que soient les catégories socio-professionnelles, quel que soit l'âge, quel que soit le type d'entreprise, ça peut toucher tout le monde. Le commun, c'est que c'est souvent les personnes les plus consciencieuses au travail, celles qui sont le plus attachées aux règles de métier ou aux collectifs de travail qui vont tomber. Et que c'est à force d'accepter de travailler plus, de travailler mal, à force de ne pas être reconnu du travail fourni, et à force de subir la multiplication des procédures désincarnées, qu'elles vont tomber. Christophe Dejour, dans son essai Souffrance en France, il lit le monde du travail, l'a inscrit dans le système néolibéral, comme le fait que ça met les braves gens, ça les fait devenir des machines de guerre face à la mondialisation, ou en instillant la peur du licenciement dans la tête des gens, c'est ça qui fait qu'ils essayent de tenir malgré tout, quoi, pour ne pas se faire exclure. Et que c'est ça qui vient toucher leur corps et leur sensibilité. Parce que le système néolibéral, il nie les subjectivités des individus, il nie leur sensibilité. Alors je pourrais vous sortir tout un tas de chiffres. Bon, je pense que vous aurez compris, je ne suis pas quand même très chiffre. Donc je vous les laisse là. La souffrance en France, ça fait voilà, tout un tas de victimes. Sur le nombre de personnes en risque potentiel d'épuisement professionnel, ça ce sont des chiffres avant Covid, 3,2 millions de personnes. Okay. C'est des chiffres avant Covid. Depuis le Covid, ça augmente énormément. Et donc moi là au milieu, dans les années 2000, depuis les années 2015, je me trouve écartelée entre ce que je partage au quotidien avec les personnes que j'accompagne, ce que je cherche à faire avec elles, un travail qui ait du sens, et puis les injonctions paradoxales, les reportings incessants, les indicateurs à remplir pour les CPG, etc. Je me trouve écartelée. Puis je me dis, mais elle dirait quoi, Martine, qui m'a transmis les règles de métier là, par rapport au travail que je fais aujourd'hui? Alors oui, il y en a quelques-uns pour qui c'est encore utile ce que je fais. Je les aide à retrouver un peu de dignité, je les aide à retrouver une place dans la société, mais... Et puis toute la reconnaissance qu'ils m'apportent, justement, me nourrit énormément parce que c'est de la belle reconnaissance, mais elle est plus suffisante. Ce qu'on me dit dans mon entourage à ce moment-là aussi, c'est « Mais écoute Delphine, ça fait plus de 15 ans que tu fais ce travail, tout le temps entendre des gens en souffrance, en difficulté, c'est ça qui te fatigue et qui fait que tu n'en peux plus, quoi. » C'est vrai que c'est pas un métier facile et à la fois, moi, c'est un métier où j'ai rencontré tellement de belles personnes qui ont partagé leur vécu et toute la richesse de leur expérience et qui, moi, m'ont tellement appris. En fait, ce qui est dur, c'est que, aussi parmi mes collègues, vu que je commence à plus pouvoir me taire et à le nommer en réunion de service, que c'est insupportable ce dans quoi on est mis là, je commence à être exclue de l'équipe. Je commence à plus avoir de place dans mon collectif de travail. Parce que ce que je renvoie, ce qu'elle me dit, c'est « on est d'accord avec toi sur le fond, mais en fait que tu nous le dises tout le temps, c'est insupportable ». Ce que je comprends, c'est qu'à ce moment-là, on a
quelquefois des stratégies que ce que je fais, ben, c'est comme mettre un pansement sur une jambe de bois, parce que ça ne change pas le travail, parce que les gens ils repartent dans le même monde du travail. J'ai l'impression une sensation de gâchis, d'être devenu l'instrument du pouvoir des dominants. Et puis dans ces années-là, je repense de plus en plus à mon papa. Mon père, au milieu des années 80, il a accepté un marché avec Growfilex. Alors c'est une usine de la Plastic Valley à Oyonnax qui fabrique des salons de jardin en PVC et puis des fenêtres en PVC. C'est le début des fenêtres en PVC dans les années 80. Et mon père, en fait, il accepte un marché pour fabriquer des cales de vitrage. Alors c'est des tout petits bouts de bois, gros comme ça, qui se trouvent entre l'huisserie et la vitre. Donc il les fabrique et il les vitrifie. Et en fait, comment il fait? Il se met dans la cour devant chez moi, là, quand je suis petite, là. Il pose des clés métalliques au sol, il met les cales de vitrage dessus, il a un masque en papier, enfin un masque genre celui qu'on a porté jusqu'à il y a quelques temps, là, vous voyez un peu l'image, voilà. Et puis, donc, il asperge les produits là sur les cales. Et il nous dit tout le temps, quand il vitrifie, les filles, aujourd'hui je vitrifie, donc vous vous approchez pas. Ouais, en même temps, moi j'ai souvenir que, de toute façon, on n'avait pas envie d'approcher. Hein. Parce que moi j'ai encore le souvenir de l'odeur âcre de tous ces produits. Donc c'est un marché qui a représenté petit à petit les 3/4 de son activité. Et puis, au bout de quelques années, du jour au lendemain, Growfilex a prévenu qu'ils avaient trouvé un autre artisan qui proposait un tarif bien en dessous de ce que mon père pouvait proposer. Il a perdu le marché. Il s'en est jamais trop remis et économiquement, il a fermé son entreprise quelques années plus tard. Et puis, en mois d'août 2003, il a été hospitalisé pendant la canicule. Et là, on lui a diagnostiqué un cancer du poumon, enfin de l'œsophage et des poumons, où il a été en soins palliatifs et, pendant 9 mois, et il est décédé le 5 avril 2004. Alors, vu qu'il fumait, hein, les médecins ont tout de suite mis ça sur le compte de la cigarette. Mais là, moi, depuis plusieurs années, je ne peux pas m'empêcher de me dire que mon père, il n'aurait pas été exposé à tous ces produits toxiques. Il n'aurait pas été exploité par ces puissants-là. On ne serait pas dans un monde du travail tenu par quelques puissants qui, par appât du gain, exploitent des gens au détriment de leur santé. Mon père, il n'aurait pas été jeté du jour au lendemain comme un chien, là. Est-ce qu'il aurait eu son cancer? Et est-ce qu'il serait mort à 54 ans de ce cancer? Alors je suis d'accord que la gitane maïs, ça n'a pas dû aider, hein, mais en tout cas, moi, quand j'y repensais ces années-là, j'arrivais plus trop à continuer. Okilélé planta une montagne. La montagne sortit de terre et se mit à pousser. Elle traversa le ciel, elle traversa l'espace et elle atteignit les étoiles. Okilélé grimpa sur la montagne jusqu'à une planète morte qui tournait autour d'un soleil endormi. C'était ce soleil, quelqu'un qui avait besoin d'Okilélé. Il parlophonait pendant son sommeil. Dans ses rêves, il lui disait que lui seul, Okilélé, pouvait le réveiller. Okilélé parlophona avec les étoiles, il parlophona avec le plus petit caillou de tout l'univers, et il trouva le remède. Le soleil s'éveilla, guéri, et sa chaleur s'étendit à nouveau tout autour de lui. Ouais, moi aussi j'ai refusé d'éteindre les Martin Réveil, qui m'avaient tant appris. Il faut que je vous la dise. Est-ce que c'est une blague que m'a transmise ma super pote assistante sociale Mélanie? Ça lui a été raconté par un ami éducateur spécialisé. Ça, c'est les petites guéguerres de chapelle entre éduqués à Aix. Enfin, est-ce que vous connaissez la différence entre une assistante sociale et un pitbull? Vous l'avez celle-là? Non. Non? Non. Alors la différence, c'est que le pitbull, il lâche l'affaire, lui, au bout d'un moment. Et donc, moi, en octobre 2015, alors au moment où se votaient les lois travail, là, moi, je suis remontée en formation à Paris à la CNAM pour une formation que j'ai demandée, moi,
une formation pour accompagner les gens en souffrance au travail. Et dans les mois qui ont suivi, je me suis rapprochée d'un psychologue du travail, d'un médecin du travail, et on a créé un atelier pour des personnes en souffrance au travail, qu'on a appelé « Travailler et se travailler ». Et arrive la première matinée de l'atelier, et là il y a 12 personnes qui sont en arrêt pour des burn-out, des situations de harcèlement, des problèmes d'épaule. Quand elles arrivent dans la salle, bah, elles sont un peu toutes recroquevillées, quoi. Les épaules un peu refermées, le regard bas. Et puis au fur et à mesure de la matinée, quand on va commencer à leur partager ce qu'on propose de faire avec elles pendant tout l'atelier, quand elles vont commencer à se raconter les unes les autres, à entendre les récits des autres, bon là ce matin-là, il y aura beaucoup de larmes dans la salle. Mais il y aura aussi des visages qui vont commencer à se redresser. Et donc moi je termine la matinée, je rentre au bureau, alors je suis vidée, hein, mais je suis remplie. Et donc j'arrive au bureau, alors je suis chargée de mes 2 sacs, hein. J'ai mon sac où j'ai mes outils d'animation, mes outils pédas, tout ça, puis j'ai mon sac où j'ai le café, les petits gâteaux, tout ça, parce que bon, l'assistante sociale elle amène le café, hein, ça c'est nécessaire. Et donc je passe la porte du bureau, et là il y a ma chef qui me saute dessus et qui me dit « Delphine, vous êtes en réunion à Dijon la semaine prochaine, vous avez pris rendez-vous pour faire changer les pneus de la voiture de service ?» Oui, je suis en réunion à Dijon la semaine prochaine. Non, j'ai pas encore pris rendez-vous pour les pneus, mais je vais m'en occuper. Et en fait, même si vous ne me le demandez pas, je vous le dis, ce matin, c'était la première séance de l'atelier Travailler, se travailler. Et en fait, ça a été super chouette ce qui s'y est passé. Quelque temps plus tard, moi, je crois que j'ai capté un peu ce qui m'a sidérée dans cette situation. C'est que je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'une cadre, donc ma chef directe, hein, ma chef départementale, là, elle est plus préoccupée de savoir si les pneus de la voiture de service sont changés que de s'enquérir de comment s'est déroulée une séance d'un groupe animé par une des assistantes sociales qu'elle encadre, quoi. On est dans un drôle de monde du travail, quoi. Bref, pendant 2 mois, j'enchaîne alors les séances hebdomadaires de l'atelier, mes permanences où en une journée, je vois 10 personnes l'une à la suite de l'autre, les matinées à remplir le logiciel là, pour remplir les indicateurs du CVG. Je suis allée à la réunion à Dijon et j'ai fait changer les pneus de la voiture de service. Et donc, au bout des 2 mois, arrive le moment du bilan de l'atelier. Et là, il y a Evelyne qui partage que, en fait, quand je suis arrivée dans le groupe, là, je me sentais comme enfermée dans un cocon de problèmes, quoi. Comme dans un cocon de soie, là, j'étais toute étriquée. Et en fait, là, ce que ça a permis, c'est comme si j'avais réappris à voler. J'ai l'impression d'être une libellule. Où il y a Marie qui me dit, en fait, ce que vous nous avez permis, là, c'est de retrouver notre humanité. En fait, ce qu'on a fait avec ces personnes, alors ces personnes, elles ont voulu à leur tour contribuer à parler de la souffrance au travail et à aider d'autres personnes. Et on s'est mis en coopération avec le service de com de la CARSAT et elles ont édité ce petit livret de témoignages pour elles raconter ce que c'était la souffrance au travail et aider d'autres personnes. Ce qu'on a fait en fait avec elles, c'est qu'on leur a partagé la façon de voir le travail de Christophe Dejour avec les 4 éléments clés et de revisiter leur situation de travail pour voir quelles étaient leurs valeurs fondamentales au travail. Et moi je me dis, non mais attends, si ça marche avec 12 personnes en arrêt, abîmées, vous imaginez ce que ça peut faire avec des gens en bonne santé encore, ou pas trop abîmés par le travail? Alors ça veut dire qu'on peut envisager un autre monde du travail, quoi. Si on se recrée des espaces collectifs de travail, si on redéfinit ensemble les règles de métier, si on se dit aussi les uns les autres la reconnaissance du travail fourni. Alors là, moi, je commence à rêver. Hein. Du coup, je me dis, ok, donc ça veut dire que tout est possible. Donc ça veut dire que le salaire à la qualification personnelle là, de Bernard Friot et du réseau salariat, c'était possible du coup, cette utopie-là, on peut la rendre réelle. L'idée de ce système-là, c'est de socialiser 100% de la valeur produite par le travail. En gros, aujourd'hui, on socialise 23%,
23% de la valeur produite par le travail, ce sont les cotisations sociales qui vont à la Sécu, à Pôle emploi. L'idée, c'est d'étendre ça à 100% pour pouvoir redistribuer ensuite un salaire à l'ensemble des adultes sans s'inquiéter, sans regarder de ce qu'il fait. Voilà. Ça veut dire que tu peux travailler dans plein de choses différentes. Ton salaire, il est acquis. Et puis l'idée de ce système, c'est aussi, en fait, on socialise tout et on décide collectivement de ce qu'on produit, pourquoi on le fait et comment on le fait. Bon, alors là, moi, je me dis, oulala, mais c'est grosse, mais c'est... Ok, on peut y aller. Alors, une autre piste pour changer le travail. Il y en a déjà qui existent. Hein. Il y a le réseau repas, par exemple. C'est un réseau d'entreprises qui replace l'humain au cœur du travail. Alors, celui-ci, le réseau, moi, je l'ai découvert avec une conférence gesticulée de Manu Cournari, qui s'appelle « Je travaille avec 2 L ». Et c'est la première conférence gesticulée que j'ai vue en vrai de vrai. Et moi, pendant la conf de Manu, je pleure. Quoi. Moi qui pleure jamais d'habitude, alors là, j'ai les tripes à l'air. Et je vais la voir à la fin de la conf. Et je lui dis, écoute Manu, il faut absolument que des gens en arrêt de travail voient ta conf. Parce que je me dis, mais ça peut être un outil vraiment émancipateur. Dans les semaines qui suivent, notre chef, elle nous prévient qu'il reste des fonds dans le budget d'action sociale de la Sécu et que si on a des projets, on peut les présenter. Du coup, j'appelle Manu, elle me fait un devis, on monte un dossier rapido, on obtient la subvention et quelques mois plus tard, elle vient jouer sa conf à la Sécu, devant une trentaine de personnes en arrêt de travail, qui sont suivies par mes collègues et moi, devant une vingtaine de personnes, alors il y a toutes mes collègues assistantes sociales, ma cadre, la chef régionale, puis d'autres responsables des services administratifs de la Sécu. Et après la conf de Manu, les gens qui ont plus de choses à dire, à partager, c'est les gens en arrêt de travail. Et là, moi, je me dis, attends, si moi, là, la gamine de Saint-Maurice, j'arrive à faire venir une conférence gesticulée à la Sécu, c'est que tout est possible, quoi, on peut y aller, quoi. À cette conf gesticulée, il y a Cédric qui est venu. Vous vous souvenez de Cédric? Il a participé à la conf, puis il est venu le lendemain à l'atelier que j'ai animé avec Manu. Et puis après, il est venu à plusieurs des ateliers que j'animais dans le service social. Et Cédric, au fur et à mesure de ses participations, il a pris une place vraiment dans les groupes, où il était très impliqué et investi dans l'entraide. Cédric, à la fin de son arrêt, il va être licencié pour inaptitude. Et puis, il va se reconvertir pour devenir éducateur technique spécialisé. Et il va travailler dans un ESAT, un ancien centre d'aide par le travail, où il va s'épanouir vraiment. Il aura toujours ses douleurs, mais il a retrouvé un emploi qui lui correspond. Et pour Cédric, moi, clairement, Cédric, c'est quelqu'un qui m'a touchée dans mon parcours d'assistante sociale. Parce qu'avec lui, je me suis dit, là, je suis à ma place. Là, j'ai été à ma place dans le travail social, ça marche. C'est dans cette relation de juste proximité avec lui que j'ai pu contribuer à ce qu'il y ait ce parcours-là. Alors pour le travail social, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Dans le CPG, le contrat pluriannuel de gestion de 2018 à 2021, au niveau de la Sécu, la mission première du service social, c'est d'accompagner les gens pour la prévention de la désinsertion professionnelle. Et en titre, il est noté que le service social est là pour accompagner, pour favoriser la reprise du pouvoir d'agir et que les assurés sociaux redeviennent acteurs de leur avenir professionnel. Ça claque, hein? Ouais. Voilà. Alors, sur le terrain, comment ça se passe? Tous les ans, en tant que salarié, j'ai un entretien annuel d'évaluation avec ma cadre, qui va me fixer des objectifs à atteindre pour l'année à venir. En 2018, les objectifs que j'ai à atteindre, c'est de remettre des plans d'aide à au moins 60% des personnes que j'accompagne. Ces plans d'aide, en fait, c'est un document que je dois remettre aux personnes que j'accompagne, où je note son nom, la date de l'entretien, la difficulté du moment, les démarches qu'il doit faire d'ici le prochain entretien, les démarches que moi je dois faire d'ici le prochain entretien. Au moment où ça passe, moi je proteste en disant que je ne trouve aucun sens à ce papier parce que je ne suis pas commerciale, je ne suis pas un coach, je suis assistante sociale. C'est-à-dire que si la personne n'a pas fait les démarches, je fais quoi? En fait, on arrête la relation? Enfin, comment ça se passe?
Le problème, c'est que du coup, ça apparaît dans mes objectifs et que tous les mois, j'ai une liste avec les gens à qui j'ai donné et donc pas donné. Et donc j'ai des rappels tous les mois, comme quoi je ne remplis pas les objectifs. Donc qu'est-ce que je fais? J'apprends à décoder le langage du management néolibéral, là, à fureter, pour pouvoir remplir les chiffres, là, qu'on me foute la paix, en gros. Et continuer à essayer de faire du travail comme moi, je crois qu'il a du sens. Et puis en décembre 2018, à la moitié du mois, ma chef vient dans mon bureau. Elle me dit « Delphine, je dois vraiment vous transmettre les félicitations de la cadre régionale parce que vous, comme l'ensemble de vos collègues, vous avez vraiment tous remonté vos chiffres, vous remplissez tous les objectifs et vraiment, félicitations parce que vous avez tous et toutes bien compris le sens de cet outil. » Quand elle est sortie de mon bureau ce jour-là, moi je me suis mise à pleurer. Parce que, en fait, c'est le moment où j'ai fini moi-même par tomber malade, où ma crise de sens, là, pas résolue, elle s'est transformée en une crise de vertige, et j'ai développé des maux de tête qui cédaient à aucun traitement, j'ai basculé, quoi. Ma posture de guerrière, là, en fait, elle marchait plus, quoi. Je me trouvais prise dans tous les paradoxes du travail social, hein, d'être à la fois là pour faire vivre les normes sociales qui sont nécessaires au vivre ensemble. Le problème, c'est que, en fait, si c'était de contribuer à faire accepter les valeurs des dominants et que les opprimés soient encore plus exploités, moi, j'y arrivais plus. Et puis le paradoxe aussi avec mon métier, là, mes valeurs de travail social, des métiers du care, du soin, où la vulnérabilité, l'interdépendance sont vues par le système néolibéral comme des faiblesses, alors que, par exemple, il y a une philosophe, Judith Butler, qui considère que la vulnérabilité, l'interdépendance, ce sont juste nos forces pour arriver à assurer une vie vivable à tous et toutes. Donc il a fallu changer de costume. Et moi, il y avait une vraie nécessité à recommencer à penser et de transformer mes colères en fluide, mes fatigues quotidiennes en puissance. J'ai voulu contribuer à briser le silence sur ces injustices sociales et c'est ce qui a amené à la création de cette conf. Et puis, vu que, alors moi quand je serai grande, je veux contribuer à changer le monde. Donc, je me suis engagée, et je viens de terminer là, une recherche-action en sociologie du travail. Voilà. Où du coup, dans ce travail de sociologie du travail, je suis allée regarder quelle est la place de la sensibilité dans notre engagement au travail. Pendant 3 ans, j'ai navigué à essayer de faire émerger ce qui avait été nié par le système du travail dans lequel j'ai œuvré, à faire émerger ma sensibilité et puis celle des autres, pour arriver à la conclusion qu'en fait, pour qu'un travail reste vivant, il faut qu'il y ait un équilibre entre 2 dimensions. Entre toute la part technique de notre engagement dans le travail, c'est-à-dire tous nos savoir-faire, les protocoles qu'on applique, le cadre, qui est nécessaire et structurant, mais aussi toute la sensibilité, ce qu'on engage de nous, ce que le travail vient toucher dans notre corps, dans nos mots, quoi. Alors à quoi ça sert? En fait, peut-être que là je suis en train d'essayer de créer des formations, enfin pas d'essayer, je le fais en fait, dans le travail social pour se dire, en fait, si on met de la place pour la sensibilité dans le travail, peut-être qu'on pourrait accompagner des gens différemment. Bon. Et puis le 14 février 2021, j'ai fini ma bascule, j'ai quitté mon emploi à la Sécu. Le jour de la Saint-Valentin. J'ai quitté cet emploi avec lequel j'ai une relation si passionnée pour glisser vers l'éducation populaire. Et dans ma caisse à outils, comme actrice de l'éducation populaire, il y a des conférences gesticulées. Il y a celle-ci, il y en a d'autres. Puis il y a des ateliers d'éduc-pop. Alors je pourrais vous parler de la bibliothèque humaine, par exemple. C'est une petite cousine de la conférence gesticulée. Et en fait, j'interviens sur un territoire et je vais accompagner sur 3 journées 10 habitants de ce territoire. Où l'idée, c'est de plonger, elles vont plonger dans leur récit de vie pour en faire émerger des événements, des situations signifiantes dans leur parcours. Et elles vont en construire un récit d'une 15aine de minutes qu'elles vont partager à un public.
et arrive le soir de la bibliothèque humaine, où là, dans le village, le public arrive à la bibliothèque centrale, au Colombier des Arts, l'association culturelle du coin. Dans la salle, il y a 10 fiches de lecture qui sont affichées avec les titres des livres à disposition, des livres humains, le résumé du livre. Je vais constituer des petits groupes de public de 10 personnes. Je leur donne la fiche de lecture où, au dos, il y a le plan du village et le numéro de la maison où joue ce livre. Et le public, il va cheminer dans le village, il arrive dans la maison, il s'installe dans le canapé de l'habitant qui a ouvert sa maison pour ce soir, là, et il va découvrir le récit du livre humain. Le public, il va en découvrir 3, 4, 5, etc. Et au bout de 2 heures, on se retrouve tous à la bibliothèque, on partage une soupe, et là, on se raconte ce qui s'est passé, quoi. En fait, le commun dans tous mes outils, là, c'est de repartir sur... à partir de ces récits de vie, faire émerger les savoirs intimes de l'expérience, les savoirs sensibles, et créer des espaces pour les raconter et les mettre sur la scène publique. En se disant, ces savoirs populaires, ces savoirs sensibles, ils ont autant de valeur que des savoirs d'experts, des savoirs scientifiques. Et ça, c'est vraiment les principes fondateurs de l'Éduc-Pop. Et moi, clairement, de les remettre aussi, ces savoirs intimes, dans l'espace social, dans l'espace sociétal dans lequel ils arrivent, quoi. Hein, de ne pas juste regarder au niveau de l'individu, mais remettre tout ça dans le contexte. En fait, c'est ça nos boulots maintenant. Et je me dis, moi, quand je vois la beauté de tout ce qui sort et de tout ce qui couvre, là, dans ces savoirs populaires, dans ce qui est en train d'agir dans le pays, dans les casserolades, dans les manifs, dans les cafés associatifs, dans tellement d'endroits, dans les tiers-lieux, je me dis, mais vous imaginez toute la puissance, là, qui est en train de couver? Alors, il y aura encore plein de chemins qu'on pourrait emprunter, hein, mais Tiffaine et Julien, dans leur formation Montaconf, ils m'ont dit, non mais Delphine, à un moment donné, une conf, ça ne doit pas être trop long, on va te demander un peu d'efficience. Donc, on va atterrir. Faut bien Tiffaine nous dire ça. Okinélé descendit de la montagne. Martin réveille sur ses genoux parce que c'était trop dangereux pour lui. Il trouva la maison de ses parents en ruine. Elle avait été trempée par les pluies, battue par les vents et démolie par les tempêtes. Un ruisseau la traversait. Dans la maison, Okinélé but l'eau du ruisseau. C'était une eau salée, une eau de larmes. Okinélé remonta le long du ruisseau. Il grimpa sur les rochers, escalada les falaises et arriva dans une forêt de sapins. Entre les troncs, devant une cabane, il reconnut ses parents. Ses parents pleuraient sans cesse. Tout allait mal depuis qu'il était parti. Les mots disaient le contraire, les mains faisaient autre chose, et les repas n'avaient plus de goût. Okinélé prépara un bon repas dans la grande marmite de fête. Pour le goût, il mit sa cape et les dernières gouttes du ruisseau de larmes. Après le repas qui dura 7 heures et qui avait 14 desserts ordinaires et 28 extraordinaires, tout le monde dansa la grande danse de la joie joufflue. Okinélé, c'est la part d'humanité qu'on a en chacun de nous. Avec nos cicatrices, nos failles, les gamelles qu'on se prend, hein, que le système néolibéral provoque sur nous pour mieux nous rejeter ensuite. Alors j'ai mon ami Alex, non pas mon ami Sénèque, mon ami Alex, qui me rappelle souvent Sénèque qui dit la vie c'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Alors je sais, vous allez peut-être me dire, non mais écoute Delphine, t'es peut-être un peu trop naïve, hein, tout ça c'est de la littérature pour enfants. Et pourquoi pas? Moi je les trouve beaux et forts, tous ces gens cabossés là, qui ont supporté ces dominations, qui en sont tombés, mais qui trouvent ensemble la force de se relever, d'affronter le regard des autres et de ne plus avoir honte. Je les trouve beaux de défendre leur droit d'être malades, différents, vulnérables. Je les trouve beaux, moi, les merci, les larmes, les regards des gens que je rencontre quand ils me disent,
que ça y est, ils savent ce qu'ils veulent plus. Ils savent comment se défendre. Ils savent ce qu'ils veulent maintenant. Ils savent comment, ensemble, en fait, on peut y arriver. J'ai l'impression de leur remplir encore un peu ma mission, là, d'être loyale vis-à-vis des valeurs qui m'ont été transmises par mon père, par ma mère, d'être loyale vis-à-vis du milieu d'où je viens. En juin 2018, j'ai fait un bilan de compétences. Et dans ce bilan, il y avait un test, le test Herman, c'est un test qui permet de voir un peu avec quelle intelligence tu fonctionnes. Est-ce que tu es plutôt sur une intelligence artistique, ingénieur, plutôt manuel, scientifique, etc. Et au moment du résultat de ce test, Michel il me dit « Ah non mais alors vous, c'est pas compliqué, vous êtes une pelleteuse de nuages. » Et bien en fait, c'est devenu mon métier depuis le 14 février 2021. Les pelleteurs de nuages au Québec, ça qualifie en fait un mouvement, ce sont les utopistes à la fin du 19e siècle. Moi en fait, quand je l'entends ce terme, et comment c'est devenu mon métier, c'est que je me dis, oui, j'ai envie d'œuvrer à être là, à faire émerger du coup la beauté des savoirs d'expérience chez les gens, et de les accompagner pour tout ça, quoi, pour remettre du rêve et de l'imaginaire dans le travail, dans le rapport au travail. Bon, ça ne vous dirait pas, vous aussi, d'être des pelleteurs et des pelleteuses de nuages? Ben, qu'est-ce qu'on attend alors pour que le travail soit la santé? Qu'est-ce qu'on attend pour montrer la beauté de nos failles? Qu'est-ce qu'on attend pour refuser la domination des puissants néolibéraux avec leurs chiffres, là, et construire ensemble le travail autour de l'humain et plus au détriment de l'humain? Et si on s'y mettait pour que notre interdépendance soit notre force et plus notre faiblesse, ben, qu'est-ce qu'on attend pour libérer nos sensibilités? Et puis si maintenant, ben, on dansait la grande danse de la joie joufflue, vous venez?